Voilà. Alors, oui, tout à fait. Or donc, oui, donc, le troll musical. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'hymne national tchèque que Anishka m'a envoyé. Et quand on l'écoute, en fait, ça fait les pommes au four, elles sont dans mon four. Attendez, attendez, je la remets. Non, les pommes au four étaient dans mon four. Attention. Les pommes au four étaient dans mon four. Je vous la remets comme ça, vous allez vraiment la voir. Attention. Voilà. Salut Blau, du coup salut Pali, salut Anishka, salut Blau, ça fait plaisir de tous vous voir, bien sûr. Au fait, je t'ai envoyé ma biblio, j'espère que tu as eu le temps de la lire. Non, absolument pas. Là, je t'avoue que j'ai été très pris aujourd'hui, du coup, non. Les pommes au four étaient dans mon four, exactement. Voilà, petit troll musical. Je sais, je l'ai envoyé à 18h30. Ah oui, bien sûr. Bah évidemment que j'ai eu le temps de le lire, naturellement. Bon, alors, vous remarquerez certains changements dans le décor. Déjà, j'ai remplacé Croque-Mou par des livres. Du coup, maintenant, il boude. Du coup, il regarde sur le côté et voilà, il boude. Et j'ai mis un pommier. Enfin, du coup, là, pour vous. Voilà. Et la chanson finit aussi par Pomme au four. Et oui, parce que du coup, je l'ai écouté de A à Z, hein. Là, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je pense que Anishka, tu avais déjà fait la dernière fois. Du moins, je pense que c'était dans le lien dans le live de la geste oubliée. Du coup, voilà, donc je vous le remets. Bon visionnage. Bon alors, je savais même pas ce qui m'est arrivé, parce qu'il m'arrive toujours des péripéties avec le jus de pomme. Tu sais qu'il m'arrive toujours des trucs, et ça c'est un truc qui m'était encore jamais arrivé. J'ai commis genre un des pires sacrilèges qui soit. J'ai renversé du jus de pomme. Je sais, oui je sais, je sais, je sais, me dites pas. J'ai dû éponger avec du papier. C'était horrible, je vous jure. C'est un des pires jours de ma vie là. C'est la fin du monde. J'ai le cœur tout retourné. Ah, je me sacrifie pour la pomme et tu la lèches à même la table. Bah dis donc. Bah non, maintenant j'ai tout enlevé. Par contre, je peux manger le bout de papier. Alors pour racheter ta faute, tu vas devoir préparer un banquet à base de pommes pour le baquet. Oh, bah si c'est pour le baquet. Banquet, oh mon dieu. Blau, aide-moi. Ah, le banquet c'est le vin. Faut que je prépare des trucs à miam. Bon, alors. Mange le mouchoir. Non. Non, 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 non. Ah ben pour le baquet si tu veux, ouais, tranquille. Genre on se met dans le baquet. Je peux pas, il y a le mur. Et on mange des tartes aux pommes. Oh oui, de l'Apfelstrudel. Oh oui. Ouais, mais alors il faut absolument que ce soit de l'Apfelstrudel fait par Blau. Voilà. Parce que Blau, elle a fait 4 ans de cuisine. Et du coup, elle fait des trucs de ouf. Ah, ce fameux baquet qu'on avait rempli d'eau à Sully. Si seulement ce n'était que Sully. Tu sais pas ce qui s'est passé dans ce baquet. Toutes les choses qui sont passées dans ce baquet. Euh, Mais je sais pas faire l'Apfelstrudel, c'est pas grave, ça s'apprend, c'est comme la sauce tomate. À la limite, le chausson aux pommes. D'accord, oui, c'est pas mal aussi. Le truc, c'est que le chausson aux pommes, ça fait plein de miettes et après, pour dans le bain, c'est pas ouf.
Ah là là. Et donc, vous allez voir. Alors, du coup, euh, hier j'étais un peu pris aussi, hein. Donc, j'ai pas fait de lieu du jour et j'ai pas fait de mercredi compte. Voilà. Honte sur moi. Je sais. Dans le bain. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, le le baquet, c'est le bain médiéval. En fait, c'est genre un gros tonneau. Voilà. En parlant de tarte aux pommes, il y a autre chose où tu peux entendre tarte aux pommes, tarte aux pommes, tarte aux pommes pourries. Oui, 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 oui. Je sais plus quel truc, mais vaut mieux ne pas diffuser ici, sinon tu vas te faire strike. Ouais, 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 je me rappelle. Mais oui, oui. Tarte aux pommes, tarte aux pommes, tarte aux pommes. Oui, 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 c'est une chanson ultra connue. Je me rappelle plus de ce que c'est. Allez, il faut taper hallucination auditive sur YouTube, vous allez trouver trop de trucs trop drôles. Bah tu te penches sur le bord avec les miettes qui vont sous le sol. Bah ouais mais attends, mais dans ce cas, tranquille, t'as pas mangé sur le bord. Genre imagine, t'es dans ton baquet tranquillou, là on te file un chausson de pomme et toi t'es en mode ok, bougez pas les gars. Ouais c'est bon, tout va bien. Attendez, j'y retourne. Funky Town, ah bah voilà. Du coup, j'ai pas fait ça, mais j'ai assez de matière pour parler toute la soirée puisque on va parler de l'écriture, hein, très chers amis. Faut que je me calme ce soir. Je sais même pas ce qui s'est passé. Alors, il s'est passé que je suis arrivé, genre, je suis rentré chez moi genre 20 minutes avant le live, parce qu'en fait, je suis allé déposer une de mes peintures pour une exposition étudiante à Strasbourg. Voilà, parce que tu pouvais te inscrire gratuitement et ils prenaient quasiment tout. Du coup, j'étais en mode, let's go. Voilà, je ne pourrai pas venir au banquet à mon grand regret. Ouh, dommage. Où tu entends un gros. Ouais, la tarte aux pralines. Ah oui, tarte aux pralines, tarte aux pralines, tarte aux pralines. Oui, 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 tarte aux pommes. Ouais. Qu'allons-nous vendre, qu'allons-nous vendre. Mais oui, c'est trop ça. Donc tu les connais beaucoup trop, les hallucinations auditives. Quoi, tu fais de la peinture en plus? Mais tu m'étonnes, tu m'étonneras toujours, ma parole. Non mais attends, je fais pas de la peinture. J'en ai fait un peu pour m'amuser. Et puis voilà, j'ai fait des toiles, mais genre c'est pas des trucs de ouf. Enfin, je vais vous montrer si vous voulez. Mais voilà, c'est pas des trucs de fou. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ce soir, du coup, on va parler écriture. Donc j'ai envoyé quand même des stories donc sur Instagram et sur Facebook pour demander un peu qu'est-ce que vous avez comme question. Donc c'est des questions, j'en ai eu 4, un truc comme ça, 4-5. Et donc on va répondre à ces questions, mais d'abord je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et tout. Et puis surtout, vous, si vous avez genre des questions, genre sur le travail d'écriture, comment on écrit, qu'est-ce qu'on écrit, enfin, je dis pas que j'ai la parole universelle et que je vais vous donner genre le truc à faire et que même moi, genre je suis le boss des boss. Ah, genre absolument pas. Euh, mais je vais vous partager un peu mon expérience et puis voilà. Hein. Du coup, dites-moi déjà si vous avez des questions, hein, moi je réponds direct. Et j'ai préparé des trucs, mais là je suis prêt à répondre et puis je suis prêt à vous faire des trucs de fou. Hein. C'est trop drôle parce qu'il y a le mur, du coup je suis bloqué. Faut que j'arrête de faire ça. Donc, on va parler d'abord fantôme survivant, et puis ensuite le troisième millénaire, sauf si vous voulez commencer par, euh, par le troisième millénaire. As you wish. Du coup, on va parler inspiration, on va parler tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, du coup, je vais sortir mes bouquins. Mais non, en fait, on va refaire un non, j'ai encore mieux. Hop, hop, et hop. Voilà. Ça, ce sont les livres que j'ai publiés. Donc les 4 livres, enfin en fait, genre il y a 2 recueils de poèmes et puis après c'est 2 fois le même. Donc bon, en vrai il y en a que 3 et il y en a que un qui compte vraiment. Euh, donc,
Je vais vous faire un peu ma petite biographie. Comme ça, vous aurez peut-être des questions en plus. Du coup, euh, j'ai commencé à écrire en 2017. Enfin, en fait, j'écris depuis genre tout petit, depuis que genre je suis en CM2, j'avais écrit une chanson. Pas une chanson. J'avais écrit genre. Enfin, en fait, j'avais pensé à une chanson de geste parce qu'en fait, j'avais écrit genre. J'avais 18 chevaliers en Playmobil et j'avais écrit l'histoire des chevaliers Playmobil. Et en fait, du coup, j'avais rédigé genre. J'avais décrit tous les chevaliers genre un à un, genre avec leur titre, leur armure et tout. Et en fait, il se trouve qu'on fait ça plus ou moins dans les chansons de geste médiévales. Du coup, voilà. C'est très gentil pour les deux autres. Ouais, bah ouais, ouais, mais bon, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, et en première, du coup, bah, j'ai fait première L, et à ce moment-là, révélation. Là, faut mettre le truc aux pommes. Genre, faites un montage, et vous faites genre, faites un montage. Et, euh, et là, je suis rentré en première L, révélation. Et là, vous mettez la chanson Les pommes au four. Bref, du coup, euh, j'ai écrit un poème, et je me rappelle, j'étais au CDI et tout, et je l'ai trouvé pas mal. C'était le premier poème que je trouvais pas trop mal. Et il s'appelait L'espoir. Attendez, il est quelque part par là. Ah voilà, il est là. C'était un sonnet en 13 pieds. Enfin, 13 syllabes, maintenant il dit syllabes. Enfin bref. Et le dernier vers, donc la chute est en 14. Du coup, il est là. Hein. Et bah, dites-moi si vous voulez que je vous le lise en vrai. Sinon, je continue à vous parler de ce truc. Et donc là, bah, c'est le premier recueil du coup que j'ai publié en 2017, donc la même année, après que j'ai reçu un prix justement pour un des poèmes qui est dedans. Le concours c'était Poésie en liberté, donc c'est un concours de poésie internationale auquel d'ailleurs tout le monde peut participer, enfin plus ou moins tout le monde. Après les seniors, il n'y a plus. Mais en tout cas, tout le monde qui est dans le chat, il me semble, peut participer. Enfin, ça se trouve, il y a des gens dans le chat. Bon, bref, j'arrête, je me tais, sinon je vais m'enfoncer. Mais, euh, mais sur le principe, ouais, voilà. Et donc voilà, je me suis dit que je pourrais peut-être en faire un truc. Du coup, j'ai envoyé à plein d'éditeurs, du coup, j'ai eu plein de refus. Et finalement, en fait, je me suis tourné vers l'auto-édition parce que je savais pas quoi faire. Enfin, je savais pas. Je savais pas ce que c'était que le monde de l'auto-édition, le monde de l'édition, tout ça, tout ça. Du coup, je suis allé en auto-édition. Je suis allé chez Edilivre. Et j'ai publié ce petit truc. Hop là. Du coup, c'est les instants d'infini. Ouin, 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 ouin. Je ne garde pas de bons souvenirs des sonnets. J'en ai eu un pour mon oral de bac. Et va tenir 10 minutes sur un truc d'à peine 14 vers. Je peux même pas parler de lignes tellement c'est court. Non, non, mais toi t'as fait S aussi, donc voilà. Hein. T'as pas fait littérature. Évidemment, un sonnet, si on veut, si on approfondit le sujet, on peut tenir 2 heures. Hein. Ouais, bon là j'exagère peut-être, mais si, hein, il y a des profs qui font un cours sur un sonnet et ça dure 2 heures, hein, donc il y a de quoi faire. Après, il faut bien connaître, quoi, bien sûr. Enfin bref, du coup, voilà. Mais les sonnets, c'est chouette, hein. Comment ça, on ne parle plus de pied? Bouh. Ouais, c'est grave. Je suis pas assez souple, je vous aurais bien monté mon pied, mais. Mais oui, oui, je sais plus, genre quand j'étais en prépa et tout, il me disait ouais, on dit plus pied, on dit syllabe, parce que pour une règle, je sais plus trop quoi. Voilà, hein, on s'en fiche complètement. Du coup, voilà, donc ça c'était le premier, donc 2017. Ensuite, j'ai publié un deuxième recueil de poésie, de petits mots pour un grand sens, euh, en 2019. Donc pareil, toujours chez des livres, parce qu'en fait, bah, toutes les maisons d'édition de poésie m'ont, m'ont refusé. Du coup, je me suis retourné vers l'auto-édition. Et puis, euh, parce que les vers n'ont pas de pied. Eh oui, les vers n'ont pas de pied. Les vers y rampent. Bref. Euh, bref. Et ensuite, en 2020, oh là là, ils sont trop forts, attention, attention. Et contrairement aux vers,
qui peut aller sur les pieds. Par contre là c'est un peu trash, comme Cendrillon. Euh, du coup, ensuite en 2020, j'ai publié celui-là, donc toujours en auto-édition, mais chez Librinova. Donc c'est une autre, pas une maison, mais une autre, une autre façon d'être auto-publié. Les chaussures en verre, ouais, c'est ça, c'est les chaussures en verre de quelles je voulais parler. Et puis, du coup, euh, le truc c'est qu'en fait, chez les livres, c'était gratuit. Et là, j'ai eu un forfait pour avoir le truc papier, et ça m'a coûté 400 balles. En fait, je l'ai fait parce que j'avais un code de suivi des éditions Plomb qui avait accepté de me suivre et de me donner un code sur ce truc là pour dire bon bah voilà, si ça fonctionne peut-être qu'on réfléchira à vous prendre. Euh, et le truc c'est que le Covid a fait tout défoncer et donc j'ai pas pu faire rentabiliser même pas les 400 euros que j'avais investi en fait, donc ça a été une véritable catastrophe. Euh, D'ailleurs, il y a eu des débats pour savoir si Cendrillon avait des pantoufles de verre ou de verre, et les vrais scientifiques ont tranché pour du verre. Bah oui, oui, c'est beaucoup plus logique, hein. Enfin, genre, historiquement parlant, enfin, genre même de manière logique, genre, tu vas pas marcher avec des chaussures en verre, hein, ça se casse, genre direct et c'est fini quoi. Parce que le verre, là non, j'ai arrêté, j'ai fait un jeu de mots pourri. Enfin bref. Du coup, voilà. Donc ça a tout ruiné. Et en fait, en même temps, je cherchais toujours un éditeur pour le Fantôme Survivant, puisque j'étais en auto-édition, je peux faire ce que je veux avec mes ouvrages. Et donc à côté, j'envoyais toujours le manuscrit à différents endroits, bla bla bla. Et finalement, je suis tombé sur la maison Les Minims, qui a accepté de publier mon roman, Le Fantôme Survivant, avec remaniement. Le voilà. Et du coup, voilà la version, l'autre version du fantôme survivant. Voilà. Voilà toute l'histoire. C'est un conte de fées, donc du vert, ça fait princesse délicate. TGCM. Ouais, enfin bon. C'est pour ça que c'est les Italiens qui ont tranché. Voilà. Cendrillon et ses chaussures en pyrex pour qu'elles ne cassent pas. Du coup, et en même temps que je travaillais là-dessus, et sur tous les autres en fait, depuis 2015, j'écrivais sur un gros roman. Elle peut regarder son âge sur le talon. Pardon pour les majuscules. Elle peut regarder son âge sur le talon. C'est-à-dire que genre il y a des petits traits sur le talon, genre comme quand tu prends ta mesure sur le mur. Et je continue, j'attends ta réponse. Pyrex, c'est les verres de la cantine. D'accord. Je honte sur moi, effectivement. C'est comme les pommes. C'est comme les pommes. Encore une fois. Bonsoir, Bright Kokoro. Coucou. Du coup, ouais, c'est comme les pommes. On tourne là. Ah, j'en ai pas une là. Et après, on tourne l'âge. Moi, mes pommes, elles avaient souvent genre 20 ans quand même, hein. Genre sacrément vieilles. Et donc, attendez, attendez, c'est lourd. Voilà. Et après, donc de 2015 à 2021, j'ai écrit le plus gros roman que j'ai écrit jusque-là, c'est le troisième millénaire Dragon, le tome 1. Voilà. Genre du coup là il est pas encore publié et c'est un gros truc, vous voyez. Genre je sais plus combien il y a, genre là il y a 602 pages. Donc c'est des pages A5, hein. Appleman, ton nouveau surnom. Je serai pas le Weihnachtsmann, je serai le Appleman. Appleman. Un gros bébé, ouais ouais c'est clair. Apfelmann, c'est un nom allemand. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais dans certaines régions, comme chez moi, en Saxe,
on dit aussi Appleman. Voilà. Parce qu'en fait, il y a. Oh, je sais plus quelle ligne linguistique qui passe. C'est la Apple ligne qui délimite le sud du Mitteldeutsch. Et en fait, euh, dans le Mitteldeutsch, en fait, il y a ce Apple. On dit encore Apple. Le F, il a sauté en fait par la prononciation. Et du coup, dans d'anciens textes médiévaux, on trouve écrit Apple pour Apfel. Et actuellement, en saxon, on dit toujours Apple. Voilà, c'est grave drôle. C'est un super roman qui mérite d'être publié. Oui, parce que Bright Kokoro l'a relu et m'a fait une relecture. Il va dans les chaumières pour lancer des pommes sur les enfants au passage. Exactement, c'est le Apfelman. Et devinez quoi là-dedans? Bah, il y a des pommes. Je pense même dans le premier chapitre. Non, peut-être pas parce que c'est un prologue. Mais il y a un. Bon, par contre, je sais pas si je vais retrouver le moment, hein, parce que là. Mais il y a un moment où, genre, dans le cuistot, dès le départ, il dit puis tout est meilleur avec des pommes. Et c'est vrai. Je sais plus. Attendez, ça se trouve, je vais le trouver. T'es sourd. Gna gna gna. Ah oui, non, c'est beaucoup plus. Bref, je retrouverai un jour. Du coup, 600 pages. Donc, t'as vu, quand je l'ai posé, ça fait vroom. Ah, ça fait bouger. Pardon. Et donc, c'est environ 850 pages en format livre. Du coup, bah voilà, il y a ces trois projets-là. Et ça, c'est toutes les notes. Ça, c'est toutes les notes là-dessus. Et sachant qu'il y a aussi toutes les notes, les dizaines de dossiers Word sur ordi. Promis, ça ne parle pas que de pommes. Non, non, en vrai, je dis ça, il y a genre trois moments, même pas deux, trois moments. Moi, il y a deux moments où je me rappelle que ça parle de pommes. Donc le moment où il dit, où la cuistot, elle dit. D'ailleurs, je devrais l'appeler Velvet. Non, je rigole. Je sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs. Euh, il dit tout est meilleur avec des pommes. Et puis après, il y a un autre moment où il parle du pain aux pommes. C'est trop bon. En fait, imaginez du pain chaud, genre un peu moelleux. Hello there. Oh, on a un abonnement. Mais dis donc, mais merci, merci beaucoup. Du coup, j'ai pas eu le temps de lire le nom, mais ça commençait par Ben, donc merci Ben. Merci Ben pour le follow, ça fait plaisir. Ici, on parle de pommes. On parle de pommes, on parle de littérature, d'histoire, de culture, etc. Et surtout en fait, de tout ce que ça inspire dans l'écriture et dans le domaine de la création de manière générale. Voilà. Du coup, Yep, quand tu parles des brioches, le caméo. Ouais, alors en fait, c'est pas tout à fait une brioche, hein. C'est vraiment un pain, genre comme si vous preniez une baguette et vous mettez des bouts de pommes chauds dedans, genre fondant, vous voyez. Ah là là, ça a l'air tellement bon. Défi pour les prochains romans, caser une métaphore filée sur les pommes. Deal. Deal. J'adore faire ce genre de choses. Par contre, arrêtez de balancer des trucs, hein, parce que moi je vais tous vous prendre au mot, puis après vous allez me donner des défis de fou, et je vais mettre des trucs dans mes romans et ça va plus ressembler à rien, hein. Avec du beurre, le pain aux pommes, why not. Mais c'est pas un pain perdu, hein. Genre c'est vraiment genre un pain quoi, avec des bouts de pommes à l'intérieur. Et chaud, c'est trop bon. Je dis ça, j'ai jamais goûté, ça existe même pas. Voilà. Du coup, je vais vous montrer plein de trucs ce soir. Vous allez peut-être avoir des premières, un peu comme un cake, ouais, mais euh, beaucoup plus léger, enfin comme une pâte légère comme de la baguette en fait. Bon, peut-être un peu plus épaisse que de la mie de baguette, mais pas tant que ça. Un peu plus dense, mais comme de la mie de baguette. Mais c'est pas très bourratif. Blau, elle est en train de réfléchir à comment elle va faire le truc. Elle est en train de se dire, putain, comment je vais faire pour faire ça? Attends, je peux prendre ça, ça, ça. Et alors, c'est de la farine de blé du coup, hein. Voilà. Mais vraiment, voilà, j'en étais sûr. Et genre, vous savez que, enfin, si jamais un jour il est publié, ce que je souhaite de tout mon cœur, euh, j'irai voir genre des boulangeries et je leur dirai, vous voyez, alors vous faites ça et ce sera l'exclusivité de votre boulangerie si vous réussissez, ce sera un truc de fou. Ça va marcher, je vous le dis.
J'essaie surtout de décoder ce que tu dis. Oui, bon, bon. Je parle pas en langage collé. Un peu. Pas pour un cuistot, oui. Bref. Du coup, euh, de quoi vous voulez qu'on parle en premier de tous ces ouvrages? Donc je rappelle, il y a deux recueils de poésie. Ah oui, et il y a une nouvelle aussi. Il y a un autre roman, il y a un recueil de nouvelles et il y a un autre recueil de poésie. Ils sont tous en cours ou finis. Voilà, du coup, il y a ça. Après, il y a les deux recueils, les deux versions du fantôme survivant et le troisième millénaire, tome 1. Faites votre choix. J'essaie surtout de décoder. Faudrait que tu me files la recette. J'ai un robot pâtissier à amortir. Bah voilà. Enfin, j'ai pas de recette, hein. Moi, je dis juste à quoi il ressemble, hein. Le secret, c'est la boulangère qu'il a dans le bouquin, hein. Moi, je l'ai pas, hein. Je vous ferai rentrer dans mon roman un de ces quatre. Un bon gros pain avec des bouts de pommes confits à la cannelle. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. En plus, c'est une recette du Nord. Et si on s'inspire des recettes actuelles du Nord, c'est-à-dire que dans le Nord de l'Europe, on a un gros kiff sur la cannelle, surtout en Allemagne et je sais pas en Angleterre, mais en tout cas en Allemagne, il y a un gros kiff sur la cannelle, genre c'est vraiment genre le truc, ils en mangent tout le temps. Et surtout à Noël, hein, la cannelle c'est surtout synonyme de Noël en fait en Allemagne, et c'est vrai que bah, ça pourrait être une belle inspiration pour un roman. Et avec du beurre, même si dans l'épilogue tu donnes ta recette. Oui, de la cannelle, les escargots à la cannelle. Ah oui, oui, pardon, oui. Les escargots à la cannelle, ouais, les Zimtschnecken. Ouais, parce que là, tout à coup, j'ai pensé à vraiment des vrais escargots, genre aux épinards, mais avec avec, avec de la cannelle, quoi. Yeah. Ah, je vois qu'on est tous unis autour de la cannelle. Je pense que ça va être ajouté comme effigie, là. Je pense que pomme cannelle, là, on est bon, là. Je pense que nouveau bail, nouveau trip de la chaîne, la cannelle. En vrai, on se dit, on parle de livres, on parle d'histoire et tout, mais en vrai, on parle de bouffe, hein. Du coup, de quoi je vais vous parler? euh, Nita. Je vais vous parler des questions qu'on me pose souvent, enfin des questions récurrentes, disons. Mais attends, mais je savais pas bien l'écrire, c'est pour ça. J'ai mis le mot en français, mais tu aimes bien ce qu'on fait ensemble. Oui, absolument. Oui, parce que sinon c'est Cinnamon Rolls, mais l'original c'est allemand. Ah, par contre, les roulés à la cannelle, c'est suédois. Ah bon, bah voilà. Bah c'est pas Cinnamon Rolls en tout cas. T'es sûr que c'est suédois? Ouais. Skorashnitra et Sneaky, si un jour vous passez la frontière. Ouais, Sneaky, Schnecken, là, c'est l'étymologie commune. Bon alors, attendez qu'on y vienne. Alors, du coup, qu'on avance un petit peu. Une question qu'on me pose souvent, c'est genre, est-ce qu'on écrit de manière régulière? Est-ce qu'on écrit tous les jours? Et c'est une question que j'ai vu passer justement lorsque j'ai eu sur Instagram. J'ai eu tac 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 tac. Voilà. Est-ce que tu as l'objectif d'un nombre de mots à écrire chaque jour ou c'est selon l'inspiration? Et ça, c'est un truc genre qu'on pose souvent et que même les auteurs et les écrivains, hein, et les écrivaines et autrices bien sûr, se posent souvent parce qu'on se dit mais mince, on n'avance pas en fait et on n'arrive pas à trouver l'inspiration et du coup on bloque, on a la page blanche et on se dit il faudrait que j'avance plus vite. Et à cette question, il y a 10 000 réponses et je suis de ceux qui aiment dire qu'il y a 10 000 réponses. Moi, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont dit oui. Alors, en vrai, le mythe de l'écrivain qui écrit au fil de la plume, bah, c'est un mythe. Et en fait, pour écrire, il faut vraiment un plan structuré avec des fiches, etc. Et t'écris pas au fil de l'inspiration et de la plume, en fait. Genre, ça marche pas, etc. Et à ça, moi, j'aimerais simplement dire que pas vraiment.
Euh, Certains vous diront ça dépend de l'auteur, moi je dirais même ça dépend du livre. C'est-à-dire que le troisième millénaire, j'ai mis 6 ans. Voilà. Et c'est aussi parce qu'il fait 800 pages, et donc évidemment, ça. Comment dire euh, Bah, au bout de 800 pages, en fait, on se perd parce que c'est énorme, et donc évidemment, il faut se faire des repères, il faut se faire des fiches, parce que sinon, c'est impossible. Quand on se dit merde, qu'est-ce que j'ai dit à la page 340 et qu'on est à la page 750, bah voilà quoi. Et donc, pour les romans plus petits, comme Le fantôme survivant, lui, je l'ai vraiment écrit au fil de la plume. Mais vraiment. Genre, je me rappelle, je l'ai écrit en un mois. Et alors que le troisième millénaire, j'ai pris 6 ans. Enfin bon, après, j'étais pas tout à fait, comment dire, très assidu tout le temps. Disons, j'étais très assidu les 2 dernières années. Enfin, plus assidu. Euh, mais, euh, mais le fantôme survivant, c'est un mois. C'était sous le coup de l'inspiration. Donc après, bien sûr, il y a eu 2 ans où je l'ai retravaillé et tout, mais voilà. J'ai une question. Est-ce que ça t'arrive d'avoir une idée et que tu n'arrives pas à la formuler quand tu l'écris? Pas vraiment. Euh, euh, Comment dire? Disons que j'arrive pas à la poursuivre plutôt. C'est-à-dire que généralement, des idées, on en a plein. Et je commence à écrire un truc, mais en fait, genre, jamais ça. Il y a beaucoup de choses, c'est genre juste des débuts, ça dépasse pas une page. J'en ai plein comme ça. Des idées, par exemple, sur un voleur sur un navire qui vole les riches sur les navires et qui fait sa vie comme ça, et qui rencontre une femme en fait qui est en train de lire un livre. Donc je m'inspire de Flaubert pour ça dans l'éducation sentimentale. Au début, c'est pareil, c'est sur un, un navire comme ça, et la rencontre. Sauf qu'en fait, elle est en train de lire son histoire à lui. Et en fait, il y a un jeu de mise en abîme, mais réciproque. Et donc ça, par exemple, ça a fait une page et demie. J'ai plein de notes, mais j'ai jamais eu l'inspiration pour continuer. Donc, euh, donc, d'avoir du mal à mettre une idée, non, mais à la poursuivre, ouais, énormément. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, ça correspond à une autre question que j'avais, c'était l'angoisse de la page blanche. Est-ce que bah, ça m'est arrivé? Et bah oui. Vraiment, genre à tous ceux qui écrivent, ou même je pense à qui crée de manière générale quelque chose, il y a l'angoisse de la page blanche. C'est même pas une angoisse en fait, c'est genre juste un fait. Enfin, moi en tout cas, c'est pas quelque chose dont j'ai peur, c'est quelque chose qui m'arrive. Je retrouve là et je suis en mode oh mince, mince, je sais pas comment continuer. C'est ça en fait, généralement, moi, c'est pas une page blanche, c'est plus un blocage. Parce que quand j'ai une idée, effectivement, j'arrive bien à la mettre par écrit, mais après, je sais pas comment continuer. Au pire, tu ne commences pas par le début. Oui, il y a Gide qui a commencé comme ça dans Les Faux Monnayeurs. Il a commencé par la fin. Et en fait, il a écrit tout le roman à l'envers, ce qui est assez marrant. Et pour le coup, pour le troisième millénaire, j'ai, je connaissais la fin. Je connaissais la fin dès que j'avais écrit les 50, 100 premières pages. Je savais ce que je voulais faire pour la fin. Le truc, c'est je fais quoi entre les deux, quoi. Et le plus gros moment de blocage que j'ai eu pour le troisième millénaire, c'est autour de la page 250, un truc comme ça. Enfin, actuellement 250, mais à l'époque 180. Parce que je rajoute des pages quand je relis, moi. J'en supprime pas. Et, euh, et vraiment, là, j'ai eu un blocage, mais un blocage pendant plusieurs mois. Genre, je savais pas comment continuer. Et je relisais sans arrêt le truc. Et je trouvais que c'était long, etc. Et ça avançait pas. Et c'est quelque chose dont j'ai vraiment peur, c'est que les lecteurs ils soient perdus dans ce moment-là et qu'ils se disent ouais c'est long, ça se voit qu'il y a eu un blocage et tout. Ils connaissent les numéros de page quand même. Ouais, enfin c'est des approximations, hein, ça se trouve c'est 300 maintenant, je sais plus. Mais, euh, mais en fait à l'époque ce chapitre il faisait 100, il faisait 80 pages ce chapitre. Parce qu'en fait je faisais un chapitre par lieu et un peu comme un journal en fait en fonction des lieux, un itinéraire.
Mais c'est vrai que 80 pages, ça faisait beaucoup. Et quand j'ai travaillé avec mes relectrices et relecteurs, ils m'ont dit ouais, mais là c'est pas possible. En plus, c'est ce qui revient souvent dans les critiques littéraires sur les réseaux, c'est que les chapitres sont trop longs. Donc j'ai divisé en plein de sous-catégories, en des sous-chapitres en fait, et ça fonctionne beaucoup mieux. Effectivement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Genre à l'origine, je devais avoir genre, je sais pas moi, 15 chapitres grand max parce que c'était un par lieu. Mais maintenant, attendez, je vous genre là, le sommaire, il fait 3 pages à 5. À 4, pardon. Il fait 3 pages à 4, genre... attendez, j'espère que je vais pas le déchirer, mais genre... Là, ça c'est ça. Et après, vous avez encore genre une double page. Et ça c'est le sommaire, ça. Genre c'est tous les chapitres. Euh, voilà. Et après, j'ai mis une petite bibliographie à la fin et tout. Alors, pourquoi ne pas les diviser en plusieurs tomes? Alors, c'est potentiellement possible. En fait, le truc, c'est que euh, quand on est jeune écrivain et qu'on n'a pas encore trop publié d'ouvrages, les éditeurs se méfient quand on écrit juste un seul tome qui s'arrête en plein milieu. Ils se disent, bah, en fait, c'est un débutant et il va peut-être pas le finir. Et du coup, vaut mieux écrire d'avoir fini l'intrigue et ensuite on leur balance et après s'ils veulent ils peuvent en faire plusieurs tomes. Moi ça me dérange pas qu'ils en fassent deux tomes de celui-là. Trois tomes ça va être un peu plus complexe parce qu'il y a 800 pages donc il y en a un qui va être plutôt court. Donc voilà, moi ça me dérange pas mais c'est vrai que bon ils vont surtout dire enfin c'est ce qu'on m'avait dit, c'est ce que d'autres écrivains m'ont dit, c'est qu'ils se méfient parce que bon voilà. Après moi je suis en train d'écrire une suite à ça dans le même univers, mais avec d'autres personnages en fait. Et donc ce roman, il fonctionne tout seul en fait. C'est-à-dire qu'il y a les personnages à la fin, voilà, sont là, il y a l'intrigue est close et il n'y a pas de, il y aura pas de suite avec ces personnages-là. Un peu comme si dans le Seigneur des Anneaux, bah, vous aviez le Seigneur des Anneaux et le Hobbit en fait. C'est deux trucs que vous pouvez lire séparément et il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, je suis en train d'écrire la suite. Je suis à genre 43 pages écrites à peu près. Et j'ai une centaine de pages de notes dans tous les sens sur des sources, des trucs, des bidules, des images. J'ai commencé des illustrations et tout. Je partage ça sur mon compte Instagram si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. Euh... Oh, bonsoir, bonsoir, sirène du soir. Oh, oh, ça rime. Euh, C'est le même mot. Du coup, on est en train de parler d'écriture. On est en train de parler des romans que j'écris, où est-ce qu'on trouve l'inspiration, quelles sont les galères qu'on rencontre, etc., etc. Et moi, je raconte un peu ma vie. Euh, du coup, bah, si tu as des questions, hésite pas. Donc là, je parlais du troisième millénaire, mon plus gros projet qui fait 850 pages et qui traîne, c'est les éditeurs et j'attends qu'il y ait une réponse. Et, euh, et donc je voulais vous montrer, alors au cours de la soirée, je sais pas si peut-être maintenant ou si on passe au fantôme survivant ou si on reste là-dessus, les illustrations qui ont été faites en fait par un illustrateur amateur pour le troisième millénaire. Bon malheureusement il a abandonné le projet maintenant, donc fait un peu dégoûté. Il m'a dit ouais non mais en fait c'est trop de travail et genre je me suis projeté là-dedans mais finalement je vais pas y arriver. Donc il a arrêté. Mais j'ai quand même gardé ces illustrations parce qu'elles sont sublimes en fait. Donc dites-moi si vous voulez voir, parce qu'on a la carte générale, les armoiries, et puis on a trois personnages. Donc c'est pas des personnages principaux, parce que j'aime pas illustrer les personnages principaux. Euh, D'accord, je vous montre. Et du coup, en fait, je préfère illustrer des personnages dans un univers en fait. Si vous, genre des personnages anodins, genre par exemple un soldat, vous voyez, ou une étudiante ou quelque chose comme ça. Parce que si on dessine un personnage principal, on lui donne un visage et on limite et on encercle l'imagination du lecteur tout simplement. Alors, du coup, je vous montre tout ça. Tac tac tac.
Et hop, voilà. Du coup, ça c'est la carte générale. Il a fait un travail de ouf, hein, genre c'est vraiment un truc de dingue. Donc il s'est inspiré de cartes du XVIe siècle pour faire cette carte. Donc dans le troisième millénaire, on a il y a deux pays parce que c'est pas des royaumes. Là, on a un royaume, hein, donc c'est les royaumes libres, mais c'est un seul royaume. Je vous expliquerai pour des raisons politiques pourquoi ça s'appelle les royaumes libres alors qu'il n'y a qu'un seul royaume. Et donc les frontières, c'est les petits pointillés là. Donc voilà, ici. Et ensuite là, on a la République elpidémosienne, non, la démocratie, pardon, la démocratie elpidémosienne euh, de Haïm. Puisque c'est pas une république, hein, sinon bah, j'appellerais ça une démocratie républicaine, mais en fait non, là c'est une démocratie elpidémosienne, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas une république, c'est un elpidémos, donc c'est un mot que j'ai forgé à partir des étymologies grecques. Donc démos c'est le peuple, et elpis c'est l'espoir. Voilà. Ça n'empêchera pas de cosplayer mon interprétation des... Eh, les dessins sont trop cool. Ouais, ils sont magnifiques. Hein. Non, mais en vrai, on peut leur dire, hein, D apostrophe E, c'est Edmé, c'est un personnage important dans l'intrigue. Mais vous verrez quand vous le lirez. Pardon. Voilà. Et donc là, on a une démocratie, là, on a un royaume libre, et là, on a des terres abandonnées, en fait. Les terres des dragons. Voilà. Et puis là, les différents emblèmes, en fait, à chaque fois que vous avez un emblème, c'est une ville. Et je vais vous montrer les emblèmes qui arrivent juste après. Donc là, c'est les royaumes libres. Voilà. Donc les royaumes libres, ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est moi qui lui ai donné ce que je voulais faire. Et après, lui, il s'est chargé de le mettre en forme. Quoi. Je lui ai dit, par exemple, pour ça, je lui ai dit, voilà, je veux une flamme jaune, chaleureuse, mais un peu flamme, quoi, un peu terrifiante, un peu, sur un fond rouge pourpre. Voilà. Et du coup, il m'a fait ça. Après, on a fait plusieurs échanges, mais je dois avouer que genre, je suis fan de cette armoirie. Dites-moi ce que vous pensez des armoiries aussi. Ça me fera un petit retour. Tiens, t'as une pomme sur la tête maintenant. Ne va pas nous faire Newton. Hein. Et oui, vous avez vu, je vous ai laissé deviner, mais ouais, j'ai mis des petites pommes partout. Euh, non, je vais pas vous faire Newton. La cloche. Bref. Donc ça, c'est les royaumes libres. Ensuite, du coup, on a donc la capitale des royaumes libres qui s'appelle Okwead. Donc en fait, c'est tout simple, hein, ça vient de océan. Donc c'est juste une modification parce qu'en fait, c'est une ville qui est au bord de l'océan. Et donc c'est la capitale des royaumes libres. Voilà. Elles sont super classe, c'est top. Ah chouette, je suis content que ça vous plaise. Euh, du coup voilà, donc ça c'est les armoiries du royaume libre du troisième millénaire. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent, que vous puissiez le lire parce que genre c'est vraiment un truc qui me tient beaucoup à cœur. Neos, donc ça c'est une ville qui est au centre et en fait au centre des royaumes libres. Donc je reviens en arrière, je peux vous montrer. Voilà, Neos c'est ici. Donc on a Okwean qui est là, donc au bord de l'océan. Donc qui s'appelle l'Atoma, il me semble. Hein. Euh, j'ai oublié pourquoi je l'ai appelé comme ça. Il y a une étymologie, je l'ai noté dans toutes mes notes, mais voilà. Je sais que c'est un A privatif devant Thomas, donc T-H-A-U-M-A. Voilà. Recherchez sur internet si vous voulez. Donc voilà, donc là c'est Neos, en fait c'est donc en fait ça vient de new, hein, l'étymologie anglaise et indo-européenne qui veut dire nouveau. Et donc c'est au milieu des terres d'abondance où on cultive plein de choses. En fait c'est l'endroit le plus productif en tout ce qui est terre nourricière, donc toutes les cultures c'est à cet endroit-là. Bendekazos pour la première fois. Ah bah voilà, du coup je sais, je peux le dire. Grave stylé, merci. Bah merci, puis bah, merci à l'illustrateur. Hein. Je mettrai le lien vers son Instagram sur le chat parce que voilà, il a quand même fait un travail de fou. Hein. Le rouge est pour moi la plus jolie. Attends, t'as pas encore tout vu. C'est lui au fait, j'ai encore obligé de dire bonjour, oui, bah c'est pas grave. Hein. Et donc voilà. Ici, on a la plage de sang parce qu'en fait, dans le livre, on a Huerto qui s'est rebellé, qui a fait sécession en fait,
avec le reste des royaumes libres. Et du coup, le reste des royaumes libres en mode mais non, en fait, t'as pas le droit de faire sécession, on revient. Et du coup, en fait, les armées viennent se battre ici, en fait, de capitale en capitale. Voilà. Donc ici, on cultive tout ce qui est culture, en fait, de manière générale, hein. Dans les piémonts de l'Est, on a tout ce qui est euh, élevage, surtout, beaucoup d'élevage. Après, c'est les cultures majoritaires, hein, bien sûr, mais vous avez de l'élevage un peu partout, hein, mais disons que c'est les ressources principales. Ici, bah, vous avez tout ce qui est poissons et carrières de calcaire. Là aussi, vous avez énormément de bois, mais la majorité du bois vient évidemment des bois glacés. Oui, ils ont beaucoup de pommes aussi. C'est là où il y a le pain aux pommes, hein. Je vous cache rien. Voilà. Je vais aller manger à plus. Ouais, à tout à l'heure, du coup, Pali. Dans le sud ici, ils ont aussi des pêches. Ils sont connus pour leur élevage de chevaux, pour leur très bonne cavalerie et, et leur pêche. Alors je parle du fruit, hein. Pas de, pas de, pas de, voilà, pas de tout ça. Voilà, donc ça c'est pour les cultures. J'ai beaucoup développé les cultures ici parce qu'en fait ils passent énormément de temps dans ce royaume-là et ils passent quelques chapitres par là. Voilà. Donc j'y retourne. Donc voilà, donc ça c'est Néos, hein, un arbre bon, relativement logique. Ensuite, le blason des bois glacés, bah, c'est. D'ailleurs, en fait, c'est pas les bois glacés du coup qui devraient être écrits là, mais du coup on l'a modifié, hein, c'est Eik, euh, donc E-I-K, qui renvoie à l'étymologie allemande de chêne, qui se dit Eiche, donc Eiche plus exactement, E-I-C-H-E. Waouh! Vous avez vu, elles sont trop belles les illustrations qu'il m'a fait, c'est un truc de fou. Donc là, on a un dragon qui, en fait, si vous voulez, à l'endroit de la ville, il y a plusieurs légendes, en fait, si vous voulez. Euh, donc il y a le Aishe, en fait, elle s'appelle Ike parce que lorsqu'elle a été fondée, en fait, elle a été. Alors il y a plusieurs légendes. Il y a soit elle a été fondée autour d'un chêne, soit la fondatrice a planté un chêne à cet endroit-là, et en fait il y a effectivement un chêne au centre de la ville, et c'est d'ailleurs sous ce chêne qui est au centre de la ville qu'on rend justice, comme Saint Louis dans le récit La vie de Saint Louis de Joinville. Voilà. Donc c'est un récit médiéval du XIIIe siècle, hein. Donc le chêne qui est symbole de puissance, d'appui, d'éternité, blablabla. Et en fait, le dragon, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à cet endroit-là qu'ils ont abattu un dragon aussi. Voilà. Donc un dragon blanc, il me semble. Je sais pas, je sais plus. Ensuite, Huerto, voilà. Donc là, c'est voilà, un trait rouge sang sur un fond de jaune sablé chaleureux. Voilà. Donc je sais pas si Brett Kokoro est là toujours dans le chat, mais je ne sais pas, tu pourras confirmer ou pas mais dire, mais c'est vraiment l'ambiance que je voulais mettre dans le sud. C'est-à-dire que on a une ambiance un peu comment dire, voilà, la plage de sang, c'est pour ça qu'il y a ce trait de sang, mais il y a aussi cette chaleur des couleurs, parce qu'on est dans le sud, mais pas dans le sens où il fait chaud, mais dans le sens où c'est une ambiance vraiment chaleureuse et accueillante quand on arrive dans la ville de Huerto. Voilà. Alors pourquoi je l'ai appelé Huerto? En fait c'est juste l'inverse de Tower, donc en fait c'est la tour qui doit garder un œil sur les terres des dragons. Simplement, là j'ai inversé les syllabes, parce qu'en fait la tour est maintenant tournée du mauvais côté. Elle regarde du mauvais côté. Voilà, voilà. Yes, c'est sablonneux et gentil. Ouais, voilà. C'est vraiment l'ambiance que genre quand ils arrivent dans Huerto, il y a c'est très, enfin bon au début ils se font capturer, mais bref, no spoil de toute façon, voilà. Mais c'est vraiment l'ambiance que je voulais mettre. Ensuite on a Metapassa West. Alors Metapassa, donc pour vous resituer, voilà, Metapassa c'est ici. Donc Metapassa c'est le passage dans l'au-delà, hein, tout simplement. Voilà. Et c'est le seul col qui permet de passer grâce au fleuve le Passa, qui va vers l'ouest, grosse symbolique, bref, qui va donc de Haim jusqu'au Royaume libre. Et d'ailleurs, à l'époque, au moment où Metapassa a été fondé, en fait, c'était Vederheim et les cités libres. Mais bref.
Et cette cité a ensuite divisé en deux, un peu comme Berlin-Est et Berlin-Ouest. Et donc on a Metapassa Ouest et Metapassa Est. Voilà. Voilà. Et donc, symboliquement, en fait, hein, le chevron ici est un pont, en fait, qui permet d'aller justement d'un pays à l'autre. Là, c'est un pont bleu parce que justement, ça symbolise le fleuve, en fait, qui est à la fois une séparation et une continuité. Et ensuite, on a enfin derrière rouge, blanc et noir pour plusieurs raisons. D'abord parce que on peut encore une fois voir justement le fleuve en blanc au centre, justement, euh, et les royaumes libres à droite, non à gauche pardon, en rouge, et le noir à l'est avec Haim, parce qu'en fait vous allez voir le noir et le blanc sont des couleurs très sobres et très prisées dans le dans la dans les démocraties de Haim, alors que dans les royaumes libres on est plus team couleur, plus flashy. Voilà. Et en fait, comme en fait c'est une ville qui est vraiment aux confluences de toutes les marchandises des régions, des échanges, et ben c'est une ville très colorée. En fait, on retrouve les influences de toutes les cultures. Euh, alors, tu les as spoil quoi pour Huerto? Aucune considération pour les futurs lecteurs. Ouais, non, mais ça va. Déjà, un, ils auront oublié. Et deux, c'est pas un si gros spoil que ça. Blau, tellement il compte sur votre mémoire capable d'oublier après le live. Ouais, c'est le coup que je fais à tous mes bêta lecteurs et à tous les gens à chaque fois que je spoil quelqu'un. Métapassage, j'ai pleuré en lisant un des passages ici. Ouh. On pourrait, il devra censurer le passage pour la rediff YouTube. On verra. On verra. Euh, c'est pas des trop gros spoils et puis ça vous donne envie de le lire. Voilà. Et donc voilà, donc là, la démocratie elpidémocienne de Haim. Donc là, pour la symbolique des armoiries, donc voilà, donc les couleurs blanc et noir, hein, jusque-là rien de spécial, c'est ce que je vous expliquais, donc c'est les couleurs de l'équilibre, les couleurs de la sobriété, de la sagesse, etc. etc. Et on a une main tendue, mais avec un petit doigt replié. En gros, c'est une main genre nous sommes gentils, nous allons t'aider, euh, mais fais gaffe. En gros, il y a un petit doigt de retenue dans le sens on tend la main, mais pas trop quand même, hein, faut pas abuser parce que sinon on va t'éclater la tronche. Parce que mine de rien quand même voilà Haim c'est le plus ancien pays du continent et ils ont une armée solide etc donc ils ont la puissance qui va avec. Ensuite Metapassa Est, donc là en fait c'est le même que Metapassa Ouest mais du coup avec les couleurs de Haim. C'est sur c'est sur Bobine la mémoire perdurera. Arg, je trouve. Hmm. Bah on verra. Alors oui, ensuite Tanapassa. Bon bah là, étymologie, hein, pas très dure, hein, le passage vers la mort. Donc encore une fois, j'ai repris la symbolique du chevron comme pont, comme passage, mais aussi comme barrière. Entre voilà, donc on a Haim au nord, avec le blanc et le noir, et le rouge, évidemment, le passage de la mort. Et je trouve que cette armoirie est ultra badass. Genre, de toute façon, les couleurs noir, blanc et rouge, c'est des couleurs qui marchent très bien ensemble et qui selon l'historien Michel Pastoureau, je vous invite à lire le livre qui est quelque part par là. Attendez, c'est sur le bleu ou sur l'ours, je sais plus. Lisez l'ouvrage de Michel Pastoureau, enfin tous les ouvrages, ils sont pas mal. Donc sur le bleu ou sur l'ours. Hop, je les ai là. Donc après, il y a des analyses que certains trouvent datées, mais en soi, bon, il y a quand même. Ça ressemble quand même à quelque chose, hein. Donc là, l'ours de Michel Pastoureau, voilà. Et puis le bleu, voilà. Donc Kanishka, Heim égale le foyer, exactement, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant ça s'appelait Vederheim. Donc Veder en fait ça veut dire c'est un mot qu'on utilise dans une tournure de phrase quand on dit ni l'un ni l'autre. Donc en fait Vederheim ça veut en gros dire pas tout à fait, pas encore Heim, ou c'est ni Heim, ni quelque chose d'autre.
Et finalement, après, ça devient vraiment Heim. Mais là, je ne vous spoile pas. Pourquoi ça s'appelle comme ça. Et donc, Tanabasa, pour vous dire où ça se situe, voilà, Tanabasa, c'est ici. Donc, en fait, c'est vraiment le passage vers les terres des dragons, hein, des terres abandonnées où se sont enfuis les dragons après leur défaite. Voilà. Voilà. Et donc, après, je lui avais demandé de faire des personnages. Et donc, ça, c'est le dernier qu'il a fait. Donc voilà, magnifique, il n'y a rien à dire, c'est sublime. Donc ça c'est une étudiante de Heim. Donc en fait il y a l'université de Heim, où en fait on a grosso modo deux camps, les étudiants en robe rouge et les étudiants en robe bleue. Voilà. Donc ça c'est une étudiante de... Qu'importe en fait, hein. Dans ma tête c'était une étudiante à la robe rouge, mais ça peut être robe bleue aussi. Magnifique. Ouais, t'as vu, hein, franchement, il a du talent, hein. Moi, je lui ai juste donné les indications. Je lui ai dit, voilà, je veux ça, 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 parce que voilà, je te donne les sources et tu fais ça. Après, il a aussi mis du sien, notamment par exemple pour le cadre. Donc, on a pas mal discuté sur le cadre. Donc, c'est inspiration des cadres 16e siècle, avec le chien, avec une clochette. Au début, le chien était un peu différent. Donc là, c'est un chien loup. Ce qui est assez intéressant justement pour la symbolique, puisque le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais le loup peut également revêtir une symbolique menaçante. Et c'est un peu le principe des étudiants. C'est-à-dire que là, on voit qu'effectivement, elle étudie, elle a des lunettes, etc. Elle a ce qu'on appelle un gallimard, avec un encrier. Et ici, une dague. Parce que, bon, voilà, faut pas abuser quand même. Donc en fait, quand on décrit les étudiants, en fait, sous leur robe, on voit qu'ils ont des dagues, des gourdins, des choses quand ils se baladent. Donc inspiré des étudiants médiévaux. Alors en soi, les étudiants médiévaux, lorsqu'ils étaient habillés en étudiants, ils n'avaient pas d'armes sur eux, ou pas que je sache, pas dans les sources que j'ai lues, puisque c'est mon sujet de mémoire. Enfin, les étudiants entre autres. C'est l'université de Leipzig en 1409 qui est mon sujet. Mais du coup, les étudiants, je m'y intéresse, et a priori, les universitaires étaient habillés uniquement en robe, donc dans une tenue officielle qui était très très réglementée. Ils ne portaient pas d'armes à ce moment-là. Par contre, en dehors des cours, quand ils s'habillaient autrement, le port d'armes n'était pas exclu, puisqu'on a des sources qui nous disent plusieurs fois que les étudiants portaient des armes et que c'était interdit, qu'ils n'avaient pas le droit en fait, hein. Donc voilà. Ensuite, ça c'est la première qui m'a rendu, c'était l'illustration test en fait. Je lui ai montré ça. Non, je lui ai demandé, voilà, je veux un soldat du Nord, il doit ressembler à ça. Et il m'a pondu ça, et j'ai fait, ouais non mais c'est bon, je te prends, hein, je valide. Donc très très fort, hein. Donc ça, c'est un soldat du Nord, donc des bois glacés, là où commence l'intrigue. Mais waouh, c'est sublime. J'irais bien à la Sorbonne avec une dague en vrai. Ouais, je comprends bien. L'illustrateur t'a cédé les droits d'auteur en abandonnant le projet. Tu pourras utiliser les illustrations ou ça s'est fait informellement. Alors, je lui ai demandé, ça s'est fait informellement, mais je lui ai demandé si je pouvais utiliser les images. Il a dit ouais, ouais, t'inquiète, elles sont à toi. Après, c'est relativement informel. Euh, Cela dit, de toute façon, je sais pas tout à fait comment ça va se passer. Ce sera un truc que je négocierai avec l'éditeur. Parce qu'en fait, là, on a ces illustrations-là, mais en fait, il n'y a absolument pas du tout toutes les illustrations que je veux, en fait. Ça, c'est ce qu'on verra. C'est-à-dire que moi, j'ai prévu à peu près une vingtaine d'illustrations parce on a des chats volants, on a des chats avec des ailes, donc j'aimerais bien faire aussi une partie bestiaire. Il y a plein d'autres soldats que j'aimerais faire, plein d'autres des bourgeois, des habitants, d'autres animaux, etc. Donc à voir. Du coup, en fait, lui, il a fait que quelques illustrations, puis il a abandonné le projet. Et si un autre illustrateur reprend le projet, bah évidemment, en fait, il va mettre sa patte dedans et ça collera plus, donc il faudra qu'il refasse, enfin, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Donc voilà. En tout cas, là, du coup, c'est un soldat de Ike. Euh, donc on le voit parce que bah, il y a les armoiries sur son bouclier. Donc ça, c'est un pavois 15e siècle. On a, oh là là, j'ai un trou. Voilà, un ou une bocle, je ne me rappelle plus, qu'on retrouve
à partir du XIIIe siècle. En fait, c'est un petit bouclier qui sert juste à couvrir la main et qui se manie avec une épée à une main. Ensuite, on a l'épée bâtarde, une hache de combat, somme toute tout ce qu'il y a de plus classique, un marteau d'armes 15e siècle dont on retrouve la source au Wallace Museum à Londres. Ensuite, on a un gambison qui est très bien fait parce qu'en fait, il est assez fin. Et ça, c'est un défaut en fait quand vous voyez des reconstitutions historiques. Généralement, les gambisons, donc c'est la veste matelassée qui se porte sous l'armure, elle est beaucoup trop épaisse en fait. C'est un véritable matelas et t'es en fait bonhomme Michelin. Alors que historiquement, pas du tout en fait. C'est relativement fin, enfin disons plus fin. Donc là, c'est vraiment chouette qu'il ait fait comme ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle des euses ou des oses. Donc, c'est des grandes bottes de cavalerie. Donc là, il les a baissées un peu, hein. Généralement, en fait, elles montent jusqu'à mi-cuisse. Donc, c'est un mélange de plusieurs chaussures. Je vais devoir vous laisser à plus. Oh, d'accord. Bon, bah écoute, du coup, Blau, bah, bonnes vacances, du coup. Et puis, plein de gros bisous. Porte-toi bien. Et ensuite, on a un chaperon 15e siècle. Donc là, ce qui est intéressant, j'en ai un, mais je l'ai pas là. Il est chez moi. Et en fait, vous voyez, généralement, quand vous avez un chaperon, donc ce genre de choses, vous avez toujours cette petite queue qui traîne à l'arrière. Mais en fait, euh, au 15e siècle, la queue est très très longue et elle descend jusqu'à mi-cuisse à l'arrière. En fait, vous pouvez en faire une écharpe. C'est fait exprès. Voilà. Donc c'est un détail qu'on retrouve ici. Et ensuite, on a une armure à écailles qu'on retrouve chez les Byzantins au 14e, 15e siècle. Voilà, donc c'est un mélange tout à fait anachronique. Ah oui, oui, et le casque, donc ça s'appelle un proto-homme historique, donc c'est 12e siècle. Voilà, que je trouve trop classe, du coup je l'ai mis. Oui, à plus, Velvet. Et enfin, dernière illustration qui m'a faite pour ça. Je vais boire un petit coup, parce que je vois sèche. Ah là, pardon. Euh, donc là, c'est des soldats d'Okuean. Ça se voit par la vague qu'il y a ici et puis les vagues sur le casque. Si vous avez des questions et tout, hein, n'hésitez pas, ou vous m'écoutez religieusement. Donc là, on a un soldat de base et un officier. Donc pour les inspirations, on a un camail médiéval classique 14e siècle en gros, un chapelle 13e, 14e. On a la manica segmentata sur les deux, qui est une protection scalaire de l'Empire romain. Voilà, et en fait toujours sur le bras droit, parce qu'en fait si vous voulez, il porte le bouclier à gauche, et il sort le bras droit pour attaquer, et donc le bras droit a besoin d'être protégé. Un gambison de ce côté-là. Ici on a un gambison 14e mais allongé, donc à la mode 13e. Et en fait avec ces sortes de goussets, c'est pas des goussets d'aisance, mais en fait il y a sur le 14e, à partir du 14e, on retrouve ce genre de motif pour avoir en fait vraiment beaucoup plus d'aisance dans les bras. Voilà, et c'est un motif après qu'on retrouve souvent au 15e siècle, etc. aussi. Ici, vous notez la petite dague à rouelle 15e siècle que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas là, malheureusement. Les bandes moltières qui existent depuis l'Antiquité, les Romains, et qui existent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui sont très bien en fait parce que ça maintient le mollet et vous pouvez marcher très longtemps avec. Une protection, ce qu'on appelle une grève à la jambe gauche, puisque évidemment c'est elle qui est à l'avant. Le grand pavois. Là c'est une falcata hispanique antique. Voilà. Ensuite là, on a remis un camail de base, simplement comme lui il était un peu plus pimp, comme c'est un officier, bah, on lui a mis des petites dents, comme ça fait un peu plus classe. Ensuite, quoi d'autre, bah, en fait on lui a mis des petites ceintures, voilà, des petits motifs pour que ça fasse un peu plus classe. Et le plus intéressant sur ça, franchement moi je trouve c'est le casque évidemment, il est magnifique.
Oh là là, oh là là, c'est de toute beauté. Euh, donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ce qu'on appelle le casque Alésia. C'est un casque gaulois qui a été retrouvé à Alésia, 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on l'a donc modifié, on a mis les motifs d'Okoyan avec la petite vague. Et puis on a mis dessus un cimier antique, donc de l'époque Grèce archaïque, qu'on retrouve sur beaucoup de vases. Hein, et donc après on lui a mis une petite tête de cheval en fait en rapport avec la falcata qui est ici, et en fait la seule vraie falcata entière qu'on a retrouvée dans les chantiers archéologiques a une tête de cheval ici, enfin une des seules, et donc c'est la plus connue. Et donc on a remis enfin il a décidé de remettre la tête de cheval à cet endroit-là. Donc pourquoi on lui a mis un cimier? Et bah évidemment parce que il faut qu'il soit classe puisque c'est un officier. Mais en fait, si vous voulez, ça a un intérêt aussi tout à fait pratique. C'est qu'en fait, quand vous êtes sur un champ de bataille, vous êtes entouré de plein de personnes et le chef, faut pouvoir le repérer. C'est-à-dire que celui qui donne des ordres, pour savoir où est le chef de votre unité, et bah le fait d'avoir un cimier, ça vous permet de le repérer un peu plus loin, quoi. Puis en plus, ça fait plus flipper l'ennemi parce que vous faites plus grand. Voilà. Ça, c'était les illustrations pour le troisième millénaire. Donc, ce qui a été fait jusque-là. Mais voilà, il y a encore plein d'autres choses à faire. Hein. J'ai fait un plan par ville. Hein. J'ai fait toutes les villes sauf Tanapasa. Parce que ils y passent pas en fait. J'ai fait des plans de toutes les villes et donc je voulais mettre des plans aussi des villes. Parce que j'ai pensé évidemment à l'agencement de chaque ville, où se trouve la place forte, comment passe le fleuve, où sont les ponts, où sont les entrepôts, l'achat, les trucs. Et tout et tout. Voilà. Des questions. Donc ça c'était pour le troisième millénaire, et donc toutes ces illustrations en fait sont dans la version manuscrite qui est à côté de moi là, le gros pavé que je vous ai montré au début. Voilà voilà. Et ce que je voulais vous montrer sur les illustrations. Mais assez parlé du troisième millénaire, sauf si vous avez plus de questions dessus. Je pense qu'on repasse sur le fantôme survivant. Coucou. Puisque c'est le dernier ouvrage que j'ai publié. Donc chez la Maison Les Minimes en novembre dernier, et qui a très bien fonctionné au début, et qui maintenant, bah, du coup c'est un peu plus galère, parce que bah, Covid, machin, truc, et puis bah, le début ça fonctionne bien sûr beaucoup mieux. Et moi j'ai beau démarcher plein de libraires, mais il n'y a visiblement pas trop de réponses. Par contre, ce qui va être ultra classe, c'est que la bibliothèque, pardon, la librairie Kléber, qui est en gros à Strasbourg l'équivalent de la Fnac de Paris, pour Paris, euh, a accepté de prendre 5 exemplaires à mettre en rayon. Du coup, je suis trop content. Genre, vous imaginez pas, c'est vraiment, enfin pour moi, enfin j'en sais rien. Vous imaginez peut-être en vrai, mais vous imaginez genre, vous avez tous les plus gros auteurs de tous les livres et tout qui sont là, et moi je suis avec eux. C'est un peu la classe quand même. Je suis trop content. Et donc voilà. J'ai soif. Je reprends tout de suite, j'ai soif. Mais attendez, je vous fais un peu le speech quand même bah, du roman quand même, non? Parce que bon, tu peux être fier. Merci. La classe, merci. Merci beaucoup les amis. Ça fait plaisir. Là, je ressors mes petites notes. Alors, 9%, ok. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Bah, je vais vous faire le petit résumé. Alors, donc, dans un univers style euh, banlieue industrielle dans les années 20 autour de Londres, donc c'est un univers un peu sombre, il y a un personnage qui trouve au contraire justement que c'est beaucoup trop sombre et qu'il s'agirait de redonner des couleurs à tout ce monde-là.
Et ce personnage, il a une façon particulière de voir les choses, c'est-à-dire qu'il associe les émotions et plus généralement la personnalité des gens à des couleurs. C'est d'ailleurs pour ça que la couverture est ainsi, en fait, hein. On a dans l'ombre les couleurs. En gros, je sais pas comment vous. En gros, pardon, pardon. Deuxième, c'est le jus de pomme. En gros, imaginez-vous, vous êtes dans la rue, dans votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne, je sais pas, vous prenez le train, vous prenez le bus, vous vous baladez dans la rue, vous êtes pris par votre train-train quotidien, et c'est normal, et tout le monde est comme ça. Et, euh, et en fait, lui, il se dit, j'ai vu ta question, je réponds tout de suite après. Euh, c'est dommage parce qu'en fait, on passe à côté de toute cette richesse. On se doute pas de toutes les histoires, toutes les richesses, tous les espoirs, tout l'avenir, tous les passés, euh, tout ce qu'il y a dans toutes ces personnes. Et il se dit c'est beau ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver. Et quand quelqu'un meurt, c'est triste parce qu'en fait, il y a entre guillemets, on se rend pas compte de tout ce qu'on perd en fait quand une personne meurt. Est-ce qu'il y aura un tome 2 au fantôme survivant? Non. Enfin, a priori, il n'y a rien de prévu. Après, si jamais les lecteurs, les lectrices sont en mode il faut absolument qu'il y en ait un tome 2, pourquoi pas, mais j'avoue que l'intrigue est vraiment close et je vois pas personnellement comment continuer. Donc voilà, donc lui, il voit les gens de cette façon-là. Et donc pour lui, chaque personne est composée d'une infinité de nuances de couleurs qui s'entremêlent toutes entre elles, jamais tranchant parce que tout est lié, même si dans chaque personne se trouve un paradoxe. Au moins un. Parce qu'il y en a, il y a beaucoup de paradoxes hein, chez certains. Enfin bref. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'il veut défendre. Et c'est comme ça qu'il voit les gens à travers toutes ces couleurs. Le truc, c'est que donc il décide de défendre cet idéal à tout prix. L'idéal de voir toutes ces couleurs et de vouloir maintenir ces gens en vie, en fait, hein, de les sauver de la mort par les couleurs. Mais il y a des gens qui sont pas tout à fait de son avis. Et lui, en fait, au nom de cet idéal, il va commencer à faire justice par lui-même. Et là, se pose la question de, au nom de quel idéal peut-on faire justice par soi-même? Parce que ça mène à des dérives assez embêtantes, on va dire. Donc voilà. Et donc tout ça, c'est dans un univers donc voilà, sombre. Il y a de la vengeance, il y a un peu d'amour, il y a une petite intrigue amoureuse, mais c'est pas le centre. Voilà, il y a de la vengeance, il y a du complot. C'est assez. C'est un style que j'ai voulu assez punchy, comme disait l'éditrice. C'est très rapide comme style. Il y a beaucoup d'action, ça s'enchaîne et après j'ai essayé de mettre un peu de poésie dedans aussi. Donc, euh, donc voilà, donc c'est entre les deux et apparemment les gens ça leur plaît. Donc les liens sont dans la bio. Moi je dis ça, je dis rien. Oui, effectivement, j'avais senti que l'histoire était finie. Je n'attends pas spécialement de suite, mais t'as l'air d'avoir beaucoup d'idées, donc je ne savais pas si t'avais prévu de continuer. Si tu t'arrêtes là, ça me va très bien. Ça m'a bien fait marrer le nom du groupe de bandits. Alors oui, oui, parce que oui, donc en fait, oui, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que ça se passe dans un contexte de guerre de gangs dans les banlieues industrielles, hein. Et donc le héros principal se retrouve mêlé à ce conflit, donc entre deux bandes qui s'appellent les villageois et les citoyens. Et encore une fois, voilà, c'est assez symbolique le fait d'avoir choisi ces noms-là, mais vous verrez en lisant. Et du coup, ce que tu disais sur t'attends pas de suite et j'ai beaucoup d'idées. Alors pour le coup, en fait, je me rends compte que j'ai deux façons d'écrire des romans. Enfin, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai découvert. J'ai la façon fantôme survivant en mode ultra inspi. J'écris ça en un mois, one shot, avec une plume assez coulante, assez directe, voilà, assez inspirée. Et ensuite j'ai des bouquins comme Le Troisième Millénaire,
où vraiment j'y passe énormément de temps, je fais des fiches, je réfléchis vraiment beaucoup à ce que je vais mettre, je fais des recherches de malade sur les sources, etc. Je prends beaucoup de notes, et donc ça évidemment c'est un travail qui prend trois plombes. Et donc là récemment, il y a un livre que j'ai commencé d'écrire euh, qui pourrait fonctionner selon le même système que le fantôme survivant, mais qui est absolument pas dans l'univers du fantôme survivant, qui n'a vraiment aucun rapport. Si ce n'est que le style ressemblera par contre. Non, pas ce nom-là, celui du groupe dans la deuxième partie. Ah, oui, mais là, alors là, je peux pas spoiler. Donc on a, oui, oui, oui. Mais du coup, ça rentre dans l'histoire de Vengeance, donc je ne peux pas spoiler. Voilà. Il y avait une question que j'avais vue sur Instagram. Euh, As-tu dû réécrire beaucoup lorsque l'édition remanie ton script? Ah, voilà. Ça, c'est une question que j'ai aussi souvent de la part des gens qui écrivent. Parce que ça sort de plus en plus le fait que finalement, quand on donne un manuscrit à écrire, c'est quasiment plus le tien à la sortie. Donc, c'est ce qu'on dit. Mais on exagère beaucoup ce fait quand même. Évidemment, quand on publie un texte et qu'on envoie un éditeur, faut pas avoir beaucoup d'amour propre. Faut en avoir bien sûr, mais faut être prêt à prendre cher. C'est-à-dire que l'éditeur il va dire ouais alors ça va pas, ça me plaît pas trop, là il faudrait un truc, là il manque ça, là il faudrait couper, là ça intéresse personne, bla bla bla. Bon, il y a des éditeurs qui sont un peu plus rentrent dans le tas que d'autres, je suppose. Moi mon expérience c'est pas du tout ça, hein. Donc évidemment il y a eu énormément de modifications, enfin énormément, il y a eu beaucoup de modifications ponctuelles en fait. Donc déjà le premier truc c'est qu'ils ont vu mon roman, ils ont dit c'est trop court, rajoute des chapitres. Je préfère ça que d'en enlever. Personnellement, je préfère qu'on me dise rajoute des chapitres plutôt qu'on me dise enlève-en. Donc j'ai rajouté des chapitres parce qu'ils trouvaient par exemple que l'intrigue amoureuse n'était pas assez développée. Donc j'ai rajouté des pages, etc. Et donc ça fait quelque chose. Ça a bien fonctionné. Moi, ce que j'avais peur, c'est que on sente le fait que j'ai rajouté des pages en fait. Et que dans le style, comme je les ai écrits 2 ans après, que je les ai écrites 2 ans après, que ça rentre plus tout à fait dedans. Donc j'ai dû bien me remettre dedans, relire, etc. Pour pouvoir faire un truc et apparemment ça passe bien. Ensuite, il y a eu un travail de réécriture. Des pages joliment écrites en plus. Oui, parce que évidemment, Bright Kokoro, Léane a relu ces pages-là, même si elle n'a pas encore lu le roman, il me semble. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va en penser. Et donc, ensuite, en fait, on a eu un travail de relecture avec le directeur de la collection roman. On a retravaillé le texte, on a fait 2 appels de 4 heures euh, où on a relu le manuscrit en entier pour, euh, pour, euh, pour tout corriger et discuter des fautes, etc., des virgules. Moi, c'était surtout la ponctuation qu'on a corrigé, ce genre de choses, etc. Donc, il y a eu vraiment un gros travail. Ensuite, il y a l'éditeur qui repassait encore une fois et qui a remodifié les trucs. Mais c'était vraiment des petites phrases par-ci par-là. Ça n'a pas modifié l'essence du texte, même si, j'avoue, que parfois j'ai relu le texte après que l'éditeur soit repassé dessus et j'ai vu des phrases et j'ai fait je l'aurais pas écrit comme ça personnellement, mais bon, du coup bon c'est comme ça. Et surtout la boutique de tissus et de fils, bah oui, la cosplayeuse qui parle, la cosplayeuse couturière. Non mais j'ai bientôt fini Carpentaria, d'ailleurs je te laisse pour le finir, bonne soirée les amis. Et ben bisous, bonne soirée puis à tout à l'heure et bonne lecture. Et du coup, je sais plus ce que je disais, mais voilà, c'est vrai que oui, il y a des phrases, quand j'ai relu, j'étais en mode, bon, ça passe, hein, en vrai, personne n'a jamais rien dit, les lecteurs n'ont pas été choqués par des phrases, mais quand moi j'ai lu, j'ai fait, Hm, je l'aurais pas dit comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc voilà, donc c'est surtout pour répondre du coup à la question. Je pense en plus c'était Blau qui posait la question, donc elle a dû partir, mais elle le verra certainement en replay du coup. D'ailleurs, je vous invite pour ceux qui partent, pour ceux qui
qui partent ou qui n'ont pas vu les séances dernières, bah, du coup, à aller voir en replay. Donc les replays, c'est justement sur la chaîne Twitch, sauf que sur la chaîne Twitch, ils disparaissent au bout de 2-3 semaines, et donc je les mets tous sur une chaîne YouTube qui s'appelle Gilon Walter. Voilà. Donc vous cherchez sur... les liens sont aussi en description sur le profil Twitch, sur tous les profils, donc il n'y a pas de souci. N'empêche, ton résumé du personnage principal, ça me fait penser à une anecdote. Une fois, j'ai pris le RER B au terminus sud, et il y a un gars qui a commencé à mendier des sourires. Hmm, intéressant, hein. Très intéressant. Tu vois, ça c'est vraiment des petits trucs aussi qui sont inspirants. Franchement, c'est pas mal. Et c'est vrai que quand on écrit un livre, ça c'est aussi quelque chose, une question qu'on pose régulièrement qu'on me pose de temps en temps, c'est où est-ce que tu trouves l'inspiration. Et c'est aussi quelque chose que je voulais faire passer dans ce livre, c'est qu'en fait l'inspiration, elle vient de notre monde en fait. Et c'est aussi ce que je veux faire passer par cette chaîne, c'est qu'en fait, voilà, l'histoire, la culture, etc., c'est très inspirant et elle a beaucoup plus d'imagination et de création que ce qu'on pourrait penser. On découvre des choses en lisant de l'histoire qui sont hallucinantes. Et, euh, et du coup, voilà, ce genre d'anecdotes, Anishka, c'est des trucs. Bon, j'ai vécu des trucs aussi dans les trains complètement hallucinants, et c'est vrai que ça inspire des choses. Et, et donc, c'est ce genre de choses. Hop, c'était mon alarme pour me dire que le live est bientôt fini. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment typiquement ce genre de choses, et le but du livre c'est de dire voilà, la réalité et le roman ne sont pas si différents. Euh, donc il y a un mélange surtout sur la fin où on se demande qu'est-ce qui est roman, qu'est-ce qui est réalité. Et finalement c'était une démarche assez rigolote et ça a mis une bonne humeur dans la rame, vu que tout le monde a eu le sourire. Ouais, ça c'est bien, hein. Franchement cette personne... Attends, une gorgée de jus de pomme pour cette personne. Voilà. Du coup, euh, du coup, oui, l'inspiration, ça vient de là, ça vient de partout, de tout ce qu'on voit. Il y a beaucoup de poèmes aussi qui, personnellement, qui m'ont été inspirés par des moments comme ça, parce que c'est vrai que dans le troisième millénaire, si vous voulez, quand vous êtes inspiré par une anecdote comme ça, bah, dans un roman, enfin après ça peut donner une idée, ça peut donner le point de départ de tout un roman, bien sûr, mais généralement, moi, je m'en sers comme anecdote, je prends, et c'est comme c'est une situation de la vie quotidienne que nous, on a actuellement, c'est quelque chose que je remets dans mon roman pour lui donner de la crédibilité et de la vraisemblance et du coup mettre ça dedans et pour montrer qu'il y a un vrai quotidien, il y a un vrai univers derrière. Donc je les reprends, je les transforme un peu, etc. Donc soit je le mets comme ça dans mon roman, soit c'est des petits instants de quotidien qui font sourire, qui sont très poétiques aussi, donc parfois on les transforme en poèmes. Et je pense que s'il y a des poètes qui écoutent ça, et je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Mm. Voilà. Bon, alors, j'ai des trucs à vous dire pour finir le live, des trucs importants euh, à noter. Alors, des surprises vous attendent sur la chaîne hein, pour dans les prochaines semaines parce que là il y a des trucs qui se concrétisent et je vais avoir des invités. Donc préparez-vous, des invités stylés, vous allez voir. Mais la semaine prochaine c'est une semaine de vacances pour moi, ce qui fait qu'il n'y aura pas de live le lundi. Donc lundi prochain qui est le 14 février, il n'y aura pas de live Twitch. Par contre, a priori, il y en aura un le jeudi, il me semble que c'est le 17. Là, on fera un live donc depuis chez moi et on fera un live décortiquage de manuscrits. Donc j'ai déjà regardé tout ce que j'allais faire, etc. Donc on va faire un truc chouette, hein. J'ai trouvé un manuscrit avec des détails très très intéressants. Donc on va faire ça. Roth aurait pu nous faire une spéciale Saint-Valentin et histoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On aurait pu faire ça. Mais peut-être qu'on fera ça, on en parlera vite fait le jeudi du coup. Euh, donc voilà. Et puis on reprendra du coup tous les lives le 21. Donc on recommencera bah, ici du coup. Avec on reprendra le Dragon Age là où on l'avait laissé.
On aura la séance du 24, qui sera une séance invitée, normalement. Attention, préparez-vous. Le lundi 28, alors soit j'annule, soit on reportera un peu plus tard en soirée. On verra. À la limite, je sais pas trop. Peut-être, on verra. On verra ce que ça donne. Voilà, et a priori, après, ça reprend le cours normal des choses. Voilà ce que j'avais à vous dire de manière générale. Hmm. Du coup, la fin du live s'arrête ici. Pour ceux à qui ça a plu, et ou qui verront ça en rediffusion, n'hésitez pas à venir follow et à vous abonner sur YouTube et surtout sur Twitch, parce qu'en fait, donc il y a les liens en description bien sûr, parce que à partir de 50, on fait les lives sur Pantésilé, nom d'un petit bonhomme. Et ça c'est chouette, hein. Vous allez voir Pantésilé, l'Amazon la plus badass de tous les temps. On va faire toute une série, parce que c'est une figure qui m'inspire beaucoup pour le prochain roman. Donc on va parler de ça. Euh, voilà. Du coup, pour celles et ceux qui sont dans le chat, n'oubliez pas que ce soir, la geste revient, hein, de nouveau. La geste oubliée, 21h30. Je vous l'écris dans le chat comment ça s'écrit, même si normalement vous savez tous, puisque je le dis tous les soirs, à chaque fois que je fais un live, puisqu'en fait il passe les mêmes soirs que moi un peu après. Donc voilà, donc rendez-vous à 21h30 sur le Twitch de la geste oubliée. Et puis surtout, buvez du jus de pomme. Et n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.